Alexandra a 29 ans. Elle est agent de sécurité depuis 4 ans. Il y a quelques mois, un certain soir de novembre, elle était de service au Stade de France. On y est, hein. Ah, ça me fait bizarre d'être ici. Je suis pas revenue depuis. Du coup, moi, le soir des attentats, j'étais ici, sous le H de droite, à faire la palpation. Et la bombe, elle a explosé un petit peu derrière nous. Je me rends compte là encore plus que l'explosion était très très proche, en fait. Votre manière de travailler, elle a beaucoup changé depuis. Pas vraiment, c'est plutôt psychologique. C'est dans la tête, on fait plus attention, on est plus vigilant. Alexandra est aussi maître chien. De 22h à 6h du matin, elle sécurise les couloirs du métro avec Titan. Titan, au pied, allez! Comme elle est seule avec son chien, elle se filme parfois avec une petite caméra au cas où il lui arrive quelque chose. Vol, altercation, comme ici entre deux SDF, c'est le quotidien d'Alexandra. On se calme, s'il vous plaît. Vous vous faites des frayeurs parfois? Ouais, mais il faut pas le montrer en fait. Malaise, accident, La personne est tombée sur les voies, elle est ici. il faut savoir prendre la bonne décision. Elle est fortement alcoolisée. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tombé? Je vais pas avoir assez de force pour vous relever, moi. Comme ici, guider l'homme vers la sortie pour ne pas tomber à deux sur la voie. Suivez-moi, par là. Et ça vous plaît? Venir en aide aux gens, moi je vois ce côté-là, je vois ce côté être utile aux gens. Oui, c'est un métier qui me plaît. Il est l'heure de partir. Alexandra se prépare pour une longue nuit de travail. Dans l'étui, à sa ceinture, elle glissera juste son toki et son téléphone portable. Les agents de sécurité n'ont pas le droit de porter une arme, même s'ils sont exposés. Vous êtes payé combien? À peu près 1500, 1600 net par mois. Vous trouvez que c'est un salaire qui correspond à vos responsabilités? Parfois non, parce que quand je vois certaines situations qui sont vraiment dangereuses, où mon chien pourrait perdre la vie et moi aussi, on se dit que ouais, des fois ça peut être un peu dangereux et qu'on touche pas beaucoup en fonction de ce qu'on fait, c'est sûr. Les agents de sécurité, comme Alexandra, sont de plus en plus nombreux. Depuis les attentats, leur présence nous rassure. Ils font désormais partie de notre quotidien. Stade, salle de spectacle, gare. Ils sont 170 000 déployés sur le territoire. Allez, accélérez. Comment les agents de sécurité sont-ils formés? Sont-ils préparés à affronter toutes les situations? Quant au contrôle de sécurité, sont-ils toujours fiables? Nous avons voulu tester leur efficacité. Et ce que nous avons constaté est surprenant. Dispositif passoire, diplôme parfois acheté, sans formation. Plongé dans les coulisses d'une profession souvent en première ligne. Ces soirs de match au Stade de France. 4 heures avant le coup d'envoi, une soixantaine d'hommes et de femmes arrivent en renfort de la région lilloise. Au total, ils seront 230 agents à assurer les palpations aux portes d'accès pour la société de Jean-Luc Lemarchand. Voilà. Monsieur Camara va bien là? Le trajet s'est bien passé? Ok, c'est tout bon. Pour l'essentiel, des vacataires embauchés pour une soirée. Sur eux repose une part importante du dispositif de sécurité. Alors le chef d'entreprise vérifie en personne leurs identités. On a donc une carte professionnelle société avec le nom de la société, le nom de la personne, son prénom, sa date de naissance. On vérifie que la pièce d'identité est conforme, que la personne qui présente est la même. On pointe notre listing, on remet l'accréditation, le tour de cou et la personne peut rentrer travailler. Merci aussi. Voilà. Je vous remercie. Depuis les attentats du 13 novembre, les points de fouille ont été doublés. Jean-Luc Lemarchand a dû faire appel à de nouveaux agents. Son obsession, éviter les infiltrations. Votre carte professionnelle, elle est où? Elle est là. Eh bien, vous me la sortez. Si on ne fait pas ça, on peut avoir une usurpation d'identité. Donc très clairement, on peut avoir une accréditation, des papiers au nom d'une autre personne
que celle qui vient travailler. Donc on prend un risque. Donc là, ce qu'on cherche à s'assurer, c'est que la personne qui a été autorisée par les autorités est bien la personne qui vient travailler. Allez-y, allez. Après le contrôle des identités, dernier briefing des équipes, du côté des femmes. Mesdames, bonsoir. C'est Cécile Grand-Simon, la responsable sécurité de la Fédération française de football, qui rappelle les procédures. Sac à dos typique, une trousse, banale, je la mets dans la première poche. D'accord? On me demande d'ouvrir mon sac. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a dans ma trousse. J'ouvre la poche principale, je dis voilà madame. D'accord? Vérifiez qu'il y a une deuxième poche, parce qu'il y a une trousse. Dans la trousse, on a quoi? Des lasers, des chargeurs. Ça, c'est plus grave. Rien ne dit qu'il n'y a pas d'autres personnes derrière qui auront d'autres pièces, de l'arme, qui seront mis à d'autres endroits. C'est bien, c'est méticuleux. Rappeler les risques, mais aussi les droits des agents. Pour effectuer leur mission, les moyens d'action sont strictement encadrés par la loi. On a le droit de regarder dans le sac, mais surtout de ne pas mettre les mains dans le sac. C'est complètement interdit. Donc on demande à la personne de sortir par exemple la trousse, de sortir l'objet qu'on veut voir de plus près, mais auquel on ne peut pas accéder. Je passe derrière. Ici, Cécile Grand-Simon insiste aussi sur la palpation et cible des zones très précises. Là, je vais attraper sa ceinture de pantalon. D'accord? Vous le voyez? Et là, je passe juste un doigt autour pour voir qu'il n'y a rien autour. OK? Là, on va insister un peu plus, puisque en fait, dans le cadre de la ceinture, vous pouvez glisser n'importe quoi. Et puis, malheureusement, vous pouvez avoir aussi des ceintures qui ne soient pas faites pour tenir les pantalons. C'est-à-dire? Des ceintures qui peuvent comporter des explosifs ou ce genre de choses. Des procédures très minutieuses, mais sont-elles appliquées partout? J'ai voulu tester les contrôles de sécurité de plusieurs sites qui accueillent du public. À La Défense, en banlieue parisienne, les terroristes du 13 novembre projetaient de commettre un attentat. Voici le premier centre commercial de France, avec 46 millions de visiteurs par an. Dans mon sac à dos, je vais glisser une arme de poing. Elle est cachée sous quelques feuilles. Les contrôles de sécurité sauront-ils déceler la présence de mon pistolet? L'agent qui ouvre mon sac ne le voit pas. Le détecteur de métaux ne réagit pas. Bon ciné à vous. Autre entrée du magasin. Pas de problème non plus. Troisième entrée. Toujours rien, malgré le détecteur de métaux. Je décide d'élargir le test à d'autres grands magasins parisiens. Malgré le détecteur, le pistolet passe sans encombre. Dans l'enseigne voisine, l'agent qui ouvre mon sac ne le trouve pas non plus. Dans ce troisième magasin, le contrôle est plus poussé. Mais le détecteur de métaux ne signale rien. Dans aucun des magasins où je suis entré, les agents n'ont découvert mon arme. Et pourtant, le pistolet ne m'a pas quitté. Je retourne à La Défense, sur le lieu de notre premier testing. J'ai rendez-vous avec Daniel Rémy, ancien patron d'une société de sécurité et spécialiste de la prévention des risques. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait pu constater nous. Je compte sur lui pour comprendre comment notre arme a pu entrer si facilement. C'est le ciné qui a en haut. Merci à vous. Bon ciné à vous. Donc là, si je comprends bien, on a à peine regardé le contenu de votre sac à dos, c'est bien ça? Exactement, oui. Voilà, d'accord. Son attention se porte sur les raquettes de détection.
Un équipement aux allures très professionnelles qui s'est généralisé depuis les attentats. Ces détecteurs, il est clair qu'ils ont été réglés avec une sensibilité, à mon avis, la plus minime qui soit, de manière à éviter précisément des déclenchements permanents, puisque nous avons tous un portable sur nous, des stylos, des clés de voiture, etc. Et donc ça se déclenchera en permanence. C'est clair qu'il y a beaucoup d'affichage, mais personne n'est dupe. Et en tout cas, les terroristes, pas davantage, bien sûr. Malgré le manque de vigilance de certains agents lors des fouilles, pas question pour Daniel Rémy d'incriminer directement ses anciens collègues. À votre avis, dans cette situation-là, ce qu'on vous a montré, quelle est la défaillance? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est possible? Encore une fois, on ne fait pas appel aux bons prestataires, aux vrais prestataires, et on n'en paye pas le prix. Voilà, il faut des gens formés, qualifiés, bien payés, et malheureusement, ça coûte trop cher. Donc les clients, les donneurs d'ordre sont quelque part les premiers responsables de cette situation. Ça ne sert à rien de multiplier à l'infini les effectifs avec des gens qui la veille ne savaient même pas ce que sécurité ou sûreté voulait dire. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les agents de sécurité sont-ils suffisamment formés? Depuis le mois de novembre, les besoins en effectifs ont bondi de 30%, au point que Pôle emploi oriente massivement les chômeurs vers ce métier. Ce matin, en Seine-Saint-Denis, une soixantaine d'entre eux va tenter de s'inscrire pour une formation d'agent, payée par la communauté de communes. Comme Jamila, 53 ans, au chômage depuis 9 mois. En tant que femme, être au Stade de France ou dans un grand magasin ou ailleurs? Tout à fait, il n'y a pas de différence quand on a un métier, que ce soit une femme ou un homme. Maintenant, il n'y a pas de différence dans n'importe quel métier. Les femmes, elles sont présentes dans tous les métiers, dans tous les profils. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marie-Sophie Trouillet. Je suis responsable des intégrations au niveau des formations. Vous allez pouvoir travailler dans les hôpitaux, les musées, les centres commerciaux, les usines, pratiquement partout. Aujourd'hui, des agents de sécurité, il y en a partout. Vous allez être face à des personnes... Et la demande devrait encore augmenter à l'approche de l'Euro 2016. Mais le recrutement doit répondre à des critères précis. À vérifier qui sont nos futurs agents de sécurité. Avant, pour être agent de sécurité, il ne fallait pas grand-chose. Il fallait avoir des muscles, on vous mettait un costume, il fallait vous débrouiller pour faire de la sécurité. C'était un peu ça. Depuis 2008, ça a changé. Ça, c'est le sésame indispensable pour pouvoir travailler dans le secteur de la sécurité. Une carte professionnelle qui nécessite une formation et surtout un casier judiciaire vierge. Pour recruter les futurs agents, Marie-Sophie va sélectionner les candidats avec un petit examen. Et répondez comme la consigne vous le demande. Attention, il y a un piège. Ensuite, vous avez des opérations. Addition, soustraction, multiplication, division à faire sans le téléphone. Sur 60 candidats, seule la moitié accédera à la formation. Je n'ai pas compris. Je ne peux pas vous aider, malheureusement. C'est un test de niveau CM2. Le but, c'est vraiment de savoir si les personnes sachent lire, écrire, compter. Donc, c'est pas un test revue. Vous les avertissez aussi sur les nouveaux risques? On pense aux attentats, évidemment. Alors, on les avertit sur les risques, les nouveaux risques, les attentats, bien sûr, pour qu'ils puissent vraiment être conscients de cela. Après, le but non plus, c'est pas de leur faire peur. Parce que, bien sûr, ce risque attentatoire fait très peur, aussi bien aux agents de sécurité. Le but, c'est qu'ils soient préparés. Dans quelques jours, ceux qui auront réussi le test pourront démarrer leur formation d'agent. Des perspectives d'emploi qui semblent faire passer au second plan les risques du métier, pourtant de plus en plus importants. Le 22 mars, les terroristes frappent de nouveau. Un attentat suicide dans le métro de Bruxelles. 2 autres à l'aéroport. Là encore, les agents de sécurité se retrouvent en première ligne. Laissez vos bagages, ne les prenez pas avec vous. Au lendemain des événements tragiques de Bruxelles, nous retrouvons nos candidats. Bonjour, vous allez bien? Allez-y, je vous en prie, rentrez dans la salle. Ça va bien? Tu vas bien Ceux qui ont réussi le test ont été admis dans ce centre de formation pour devenir agents de sécurité, comme Jamila. Bonjour. Bonjour Françoise. Installez-vous.
Les cours ont commencé il y a une semaine, mais ce matin, l'inquiétude s'est invitée au programme. Installez-vous. On va parler un petit peu d'actualité avant de commencer, si ça vous dérange pas. Un petit peu? Ah. Pourquoi? T'as de l'appréhension par rapport à quoi? Par rapport à ton métier, ton futur métier, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Parce que tu vas être devant, c'est ça? Oui. Mais après, ces doutes, il faut les garder. D'accord? Il faut travailler avec ces doutes-là, mais les optimiser. Ça veut dire quoi? Une personne qui vient faire un attentat. On va parler des personnes qui avaient une ceinture sur eux. D'accord? Eh bien, si on va plus loin, on va vous apprendre tout ce qui est gestes parasites, tout ce qui est petite démarche robotique. D'accord? Si tu es attentif à tout ça, tu vas pouvoir éviter toute problématique. Est-ce que par rapport à ça, ça te va ou pas? Ouais, ça me va, puisque là, je me dis, je pouvais aussi être dedans, et puis parmi les victimes, alors il y a la crainte est là, franchement, la crainte est permanente, elle est là. Là, je suis d'accord avec toi. Mais à l'heure actuelle, il faut s'y attendre un petit peu, donc, et surtout les agents de sécurité. Allez, go, on va sur le terrain. La formation dure 140 heures, environ un mois. Elle mêle théorie et pratique. Alors, rentrez les agents de sûreté, le caissier... Comme ce matin, s'il vous plaît. la mise en situation des futurs agents dans un faux supermarché. Votre sac, déplace un petit peu la pochette. Merci. Tout est fait pour les plonger dans des situations réelles, jusqu'aux caméras de surveillance. Chacun a un rôle à jouer. Client, mais aussi caissière. Dans le scénario, l'un d'eux doit simuler un début de bagarre. Attends. Bah ouais, j'ai un point pour tout le monde. Regarde ce qui se passe. Allez, accélérez maintenant. Allez, t'as vu ce que t'as fait? Il y a de la sécurité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il était bousculé, il est tombé. On était sur le Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Le formateur décortique chaque geste, chaque réaction du futur agent. J'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. Ok, stop. Stop. Reste dans cette position. Maintenant, j'ai une question. Imagine que j'ai un client qui arrive et fait « Hey, qu'est-ce qu'il a, lui? Ça va, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui manque ?» Déjà, là, isoler le danger. Non, pas le danger. Isoler la personne que tu es en train de prendre en compte. Au même moment, un feu se déclare. Alpha 2 de PC, vous avez en vision la personne qui est en train de fumer? C'est à Jamila d'intervenir. Je vois un départ de feu. Alors, quel extincteur tu vas prendre? Attention, il y a 3 extincteurs, 3 types de... Qu'est-ce que c'est comme type de feu? Attention, quel est le type de feu? Ça sert à rien de me parler émetteur, je suis à côté de toi. Quel type de feu? C'est un feu de type A. Donc, quel extincteur tu vas utiliser? Attention. C'est lequel des 3? Faut pas que tu te trompes. C'est bon, c'est sûr. Allez, action, on y va. Allez, dépêche-toi, le feu commence à prendre. Stop. Je fais ton geste. Mais oui, mais regarde. Si je fais juste là, d'accord, comme ça, et la flamme, elle monte là, elle va venir te dire bonjour. Donc non, tu fais ça. Et tu attaques la base des flammes. Tu comprends ou pas? Ok, fin du scénario. C'est le but? C'est le but. Ok. Toute la journée, les exercices de simulation se succèdent. Bagarre, vol. Il est allumé. Les futurs agents apprennent à gérer toutes les situations. Dans 15 jours, ils passeront l'examen pour avoir leur diplôme. Mais jusqu'à présent, les formations ne prévoient pas d'apprentissage particulier pour affronter les terroristes. Concrètement, sur le terrain, ils ont les moyens aujourd'hui de... Je vous parle de terrorisme, ils ont les moyens de faire face à ce risque-là. Oui, ils auront assez d'armes pour pouvoir non pas intervenir, mais ils vont intervenir indirectement, c'est-à-dire qu'ils vont remonter les informations. Et sans eux, il n'y a pas d'information. Sans information, on ne peut pas intervenir. Ils sont plutôt là pour avertir. Tout à fait, avertir. Ce diplôme est-il vraiment devenu une obligation dans la profession? Peut-on se faire recruter sans formation? Pour le savoir, je vais tenter de me faire embaucher par une société de surveillance. Au téléphone, je me présente comme un étudiant sans diplôme officiel.
Bonjour madame, je voulais savoir si vous cherchiez des gens pour des extras. Moi je cherche du boulot en fait pour le soir ou la nuit à côté de mes études. Vous avez la carte professionnelle? C'est quoi la carte professionnelle? Bah pour travailler dans la sécurité, il faut la carte professionnelle. Ah même le soir pour faire une garde ou quelque chose comme ça? Ah oui, nous on travaille que avec des agents qui ont la carte professionnelle. J'appellerai ainsi une trentaine d'entreprises. J'ai beau insister, me proposer pour les horaires les plus ingrats, à chaque fois c'est la même réponse. Il faut un diplôme pour ça. Le problème de notre profession, c'est que maintenant on est régi par le CNAPS. On a souvent des contrôles et il nous faut une carte professionnelle. Notre interlocutrice en est presque désolée, mais sans diplôme difficile d'enfiler mes premières Rangers. Rassurant a priori, le sésame est devenu obligatoire. Pour obtenir le diplôme, il existe une solution pas très légale, l'acheter. Je contacte un instructeur en sécurité qui semble rôder à ce genre de pratique. Il me donne rendez-vous à un arrêt de tram. Il va m'expliquer comment obtenir mon diplôme sans passer par la formation. Moi, je te trouve une date pour l'examen. Tu viens juste le jour de l'examen. Ouais. Tu vas faire, je te donne les réponses, tu coches comme ça, après c'est bon. Tu l'as ton diplôme. Si tu as les moyens vraiment, tu as l'argent, tu peux passer le 17 lettres. Ça, c'est 800 €. Moyennant 800 €, je peux passer l'examen rapidement, sans suivre aucune formation. Pour cela, il me fournit un dossier officiel. Je n'ai qu'à le remplir et l'envoyer à l'organisme qui surveille la profession, le CNAPS. Cet organisme parapublic rattaché au ministère de l'Intérieur va vérifier mon casier judiciaire, mais pas ma formation. Je n'ai plus qu'à attendre quelques jours la réponse pour retourner voir mon contact. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, mon vendeur veut finaliser la transaction. Mais avant, je souhaite comprendre comment il peut m'assurer de réussir mon examen sans avoir suivi une seule heure de cours. L'examen, c'est pas besoin. Non, pas de problème. L'examen, c'est ça l'examen. Je te donne le sujet à toi. 40 questions. Je te donne les réponses tout. 40 questions. Le match, il est vendu au match. Il possède toutes les réponses du test d'agent de sécurité, un QCM dont il me dicte la solution, question après question. Pour la suite, je n'ai qu'à échanger les copies lors de l'épreuve, je ne serai pas surveillé. L'examen, tu le ramènes avec toi, tu vois. Tu rentres à l'examen, ils vont me donner un comme ça. Ouais. Comme ça, toi, tu sors celui-là, tu le mets, tu rentres ton nom. Non, pas de problème. Je n'ai plus qu'à attendre une date d'examen. Comme je suis pressé, il me propose de passer tout de suite un deuxième diplôme, celui d'agent de sécurité incendie. Il y en a dans tous les lieux qui accueillent du public. 2 jours plus tard, j'ai rendez-vous à 5 h du matin aux portes de Paris. Je ne connais pas la destination. Un homme me conduit en dehors de la capitale. Après une quarantaine de kilomètres, nous arrivons dans une caserne de pompiers. Les soldats du feu sont habilités à faire passer le diplôme d'agent de sécurité incendie. Sur place, je retrouve une trentaine de candidats. Suivez-moi, venez. Un examinateur nous accueille. Il nous distribue des boîtiers pour enregistrer nos réponses à l'examen, comme pour le code. Mais surprise ici, pas besoin d'avoir révisé. Au lieu de nous surveiller, l'homme nous dicte les bonnes réponses. Avec cette méthode, les 30 questions sont expédiées en moins de 10 minutes. À 3 reprises, il ne donne pas la réponse pour éviter que nous ayons tous la même note. Vous répondez tout seul à ça. Dans la salle, personne ne s'étonne et pour cause. On nous fait signer une feuille de présence avec 15 dates attestant de 15 journées de formation fictive. Tous les candidats ont donc, comme moi, acheté leur diplôme. Une demi-heure plus tard, la promotion de faux agents de sécurité reçoit officiellement ses diplômes de la main d'un gradé. Merci.
Avec plus de 16 sur 20, je suis reçu moi aussi. Je peux désormais me faire embaucher sans rien connaître du métier. En payant de nouveau, je pourrais décrocher les autres diplômes d'agent de sécurité sur le même principe. Les autorités de contrôle de la profession sont-elles conscientes de ces pratiques? Je me rends au CNAPS, le Conseil national des activités privées de surveillance. C'est ici que depuis 2012, on vérifie la bonne moralité des agents de sécurité. Je vais l'instruire. Donc il est sorti néant, donc on peut l'imprimer. Donc là, ce qui pose question, là, priori B2 est vierge. B2, c'est monsieur vierge. Il a été récupéré. Il a été récupéré, il est là. D'accord. Il est possible que le fichier des antécédents... Volet B2 du casier judiciaire, antécédents et même les fameuses fiches S. Ces agents ont l'autorisation d'accéder à tous les fichiers de police qui les intéressent. De quoi écarter certains dossiers. Est-ce qu'il y a des faits qui sont bloquants d'emblée? Alors oui, en ce qui nous concerne, on peut difficilement s'imaginer qu'on va confier une carte professionnelle à quelqu'un et qui s'est retrouvé l'auteur de plusieurs vols avec effraction ou d'autres vols. C'est quand même largement incompatible avec la profession. En Ile-de-France, 25% des dossiers posent problème. Mais après examen, seuls 5% seront rejetés. Ces contrôles ne concernent pas la formation en elle-même. Aucune vérification, par exemple, des conditions dans lesquelles sont passés les examens. Monsieur le préfet. Bonjour. Moi, je vous en prie. Entrez. Je suis. Une faille de sécurité dont est conscient le préfet Selé. Entrez, je vous en prie. Il est à la tête du CNAPS depuis quelques semaines. Nous, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de diplôme HD. Est-ce qu'il y en a? Vous me dites qu'il y en a. Je ne veux pas vous contester. Hein. Il y en a. Mais il y en aura plus. Vous pensez qu'il y a un peu de ménage à faire dans les organismes de formation? Oui. Oui, clairement, oui. Vous avez des remontées à ce niveau-là? Comment est-ce que vous êtes informé? Comme on a fait du ménage au début du CNAPS, il y avait un certain nombre de sociétés qui étaient quand même pas très recommandables. Aujourd'hui, elles sont en grande partie disparues. Et demain, on fera la même chose avec les organismes de formation. Mais il y en a aussi de très honorables. Hein. La profession est de plus en plus encadrée. Une vigilance qui s'exerce parfois de manière radicale. Je vais à la rencontre d'un homme qui a perdu son travail quelques jours après les attentats de Paris. Cet agent fait partie de l'élite de la profession. Bonjour. Il travaille à Orly pour un des leaders de la surveillance. J'étais agent de sûreté aéroportuaire. Ça consiste à contrôler les passagers et leurs bagages. C'est un poste important? C'est un poste très important. C'est grâce à nous que les avions partent sereinement. Pour accéder à ce poste, il faut un agrément spécial. Satisfaire à une double enquête de la préfecture et du procureur. Mais malgré ses assurances, après le 13 novembre, son physique éveille la suspicion de son patron. La barbe est devenue un problème depuis 13 ans, exactement. Ouais. Surtout dans notre boulot. Ouais. Mon directeur m'a demandé que je monte dans son bureau le 20 novembre. Et effectivement, il me l'a dit. Effectivement, voilà, je vous ai convoqué, c'est pour votre barbe. Voilà, votre barbe, elle est trop longue. On m'a dit comme quoi la barbe n'était pas nécessaire. C'est pas quelque chose d'important dans la religion. Donc il n'y a pas besoin de porter de barbe. Donc moi, ce que je lui ai sorti, c'est que voilà, moi, la religion, pour moi, c'est le privé. Je ne souhaite pas parler de religion sur mon poste de travail. Je ne montre pas de quelle religion je suis sur le poste de travail. Malgré ces arguments, l'agent de sûreté est rapidement suspendu. Il raccourcit sa barbe, mais reçoit tout de même une lettre de licenciement. Parmi les motifs invoqués par son supérieur, cette barbe qu'il porte pourtant depuis plusieurs années. Ma barbe, elle était comme ce que vous voyez là, un peu plus court ici et ici un peu plus long. Ça dépassait pas le petit doigt ici. Et la preuve, ma carte professionnelle, celle-là, elle date de l'année dernière, voire même 1 an et demi. Et, je porte la barbe dessus et ça a posé de problème à personne, quoi. Donc l'amalgame est fait directement avec arabe, barbe égale terroriste. Donc pour lui, c'est l'image qu'il a dû avoir vis-à-vis de ma barbe. J'aurais pas pu imaginer qu'on aurait osé me dire ça. Donc on m'a mis dans le même panier que ces gens-là, ce qui m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai vraiment pas supporté ça. Moi, on m'a dit... Il attend aujourd'hui la décision des prud'hommes et espère changer de métier.
À l'hôpital militaire Percy de Clamart, certaines blessures cicatrisent. Mais pas celle d'Omar. Pour lui, tout est encore à reconstruire, pas à pas. Ça va? Cet agent de sécurité du Stade de France est hospitalisé en psychiatrie depuis 4 mois. Miraculé, il n'a pas été blessé physiquement. Ça va, ça va, ça va. Bon, détends-toi. Regarde la scène. C'est sa mémoire qui s'est figée, bloquée sur les souvenirs de l'attaque terroriste, avec la même intensité qu'au premier jour. Avec son avocate, il est reçu aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. Ce soir-là, l'agent de sécurité s'est retrouvé seul. Dernier rempart entre un kamikaze et l'entrée du Stade de France. Il y a la première explosion. Derrière moi, j'entends un policier qui dit c'est un attentat. C'est alerte. Dans ma tête, c'était je suis plus le même. Et là, je commence à évacuer le monde par le boulevard parallèle. Et là, je vois un monsieur qui vient vers moi. Je lui dis reculez, monsieur. Il dit attention, reculez. Vous allez où? Là, il recule en arrière. Il déclenche sa ceinture d'explosion. Je tombe par terre. Et quand je me lève, je vois un monsieur. Il me demande de l'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi. Et moi, j'étais à côté de lui. J'arrive plus à bouger mes jambes. La victime est décédée sous ses yeux. Impossible pour lui de vivre comme avant, avec ces images terribles à l'esprit. Je suis plus le même Omar d'avant. Je suis plus stressé. Je suis sous médicaments tout le temps. Avant, j'étais plus... J'étais actif, plus rapide, concentré et tout. Là, je suis plus le même. Même quand je parle, je suis plus le même. Vous avez quel âge, Omar? J'ai 32 ans. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir 32 ans? Non. J'ai l'air de quelqu'un qui a 70 ou 75 ans. Dans les mois qui viennent, les agents de sécurité pourraient être encore soumis à rude épreuve. En juin, la France accueillera l'Euro de football et ses 2,5 millions de spectateurs, dont il va falloir assurer la sécurité. Dans les stades, mais aussi dans le métro. Pour Alexandra et ses collègues, autant de risques de peut-être un jour se retrouver en première ligne.